Alors, nous allons commencer par une mise en contexte du projet. Mise en contexte, vous savez que nous avons au Québec des enjeux d'inondation. C'est à l'international, c'est au Québec en particulier. Inondation en 2011 dans la vallée du Richelieu, 2017, 2019 en particulier, parfois sur les mêmes territoires, avec différents types d'inondations. C'est sûr qu'on peut avoir des inondations en eau libre, des pluies intenses, des embâcles, des ruptures d'ouvrages. On l'a vu avec Sainte-Marthe-sur-le-Lac, la première rupture d'ouvrage en 2019, des submersions marines, aussi des inondations dues à du frasile. Donc, on a tout un ensemble de caractéristiques de l'aléa qui vont venir finalement fragiliser les collectivités quand elles sont exposées. Donc, vous voyez ici une maison, c'est une photo qui a été prise à deux montagnes où on voit que la maison a un petit peu été surélevée pour justement s'adapter. Parce que malheureusement, ces inondations peuvent engendrer des dégâts sociaux et des dégâts matériels importants. Et cela sur le long terme. Imaginez si vous êtes inondé 2 fois de suite, 2017, 2019. Là, il faut vraiment prendre conscience des enjeux, d'une nécessité de changement de paradigme. Et c'est ce qui s'est passé au Québec. On a vraiment réalisé et mis en place un grand chantier au niveau des ministères, au niveau aussi de la communauté métropolitaine de Montréal, pour pouvoir réfléchir et avancer vers une mise en œuvre de renforcement de la résilience. Donc, ça veut dire la nécessité d'adopter des politiques de transition, des politiques aussi finalisées d'adaptation, des nouveaux règlements, une cartographie qui soit adaptée aux enjeux et qui intègre différents éléments, que ce soit la vulnérabilité ou encore l'aléa. Voilà, donc l'adoption de nouvelles politiques va de pair avec la révision du cadre réglementaire québécois en matière de gestion des inondations. En fait, on a constaté que suite aux inondations de 2017, le ministère de la Sécurité publique a publié dans la foulée, en fait, un an plus tard, le plan d'action en matière de sécurité civile relatif aux inondations. Ce plan a pour objectif de renforcer la prévention, la préparation, la connaissance et la gestion du rétablissement vis-à-vis du risque d'inondation. Également, suite aux inondations de 2019, là, c'est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui a publié un an plus tard toujours, donc en 2020, le plan de protection du territoire face aux inondations. Donc ce plan insiste sur 4 axes d'intervention qui consistent à cartographier en zone inondable, à actualiser l'encadrement réglementaire, améliorer les processus de planification et d'intervention, mais aussi favoriser la connaissance et la communication en lien avec la gestion des risques d'inondation. Par ailleurs, donc, le projet de loi 67 du gouvernement propose un nouveau régime encadrant l'aménagement du territoire en zone inondable. Il vise notamment à attribuer au gouvernement du Québec, mais aussi au MRC, les municipalités régionales de comté, des pouvoirs réglementaires élargis et renforcés. Donc, on constate aussi que la mise en place de bureaux de projet regroupant plusieurs bassins versants montre la détermination actuelle du gouvernement de gérer l'aléa de manière cohérente. Concernant la CMM, elle a actualisé donc, en juin 2020 les cartes d'inondation sur l'ensemble de son territoire. L'approfondissement de la connaissance des risques lui permet de développer des outils d'adaptation, mais aussi des propositions pour un cadre réglementaire pertinent. Donc, les mesures mises en place à travers ces outils visent à entraîner une réduction de la vulnérabilité et donc à protéger les populations et leurs biens. Donc, nous allons tout d'abord vous présenter les enjeux de notre recherche dans une première partie. Alors, il s'agit de définir ce qu'est le risque. Donc, Patrick Pigeon le décrit comme la probabilité d'occurrence de dommages compte tenu des interactions entre processus physiques d'endommagement, les aléas, et les facteurs de peuplement, donc la vulnérabilité. Tchekemian montre qu'initialement, le risque se traduit par l'équation aléa fois vulnérabilité, même si aujourd'hui, en fait, le risque englobe à la fois l'aléa, la vulnérabilité, mais aussi les enjeux et la capacité de réponse ou la résilience. Donc, on remarque qu'historiquement, l'étude de l'aléa a été favorisée par rapport à celle de la vulnérabilité, puisque pendant longtemps, la gestion du risque passait en fait par celle de l'aléa. Le risque était abordé dans sa naturalité comme un phénomène naturel ou géodynamique interne. Et en fait, les sociétés étaient cantonnées à un rôle passif, voire fataliste face à un risque dont les causes étaient attribuées à des phénomènes naturels. Dans la diapositive suivante, en ce qui concerne l'aléa, le ministère de la Sécurité publique du Québec le définit comme un phénomène, une manifestation physique ou une activité humaine susceptible d'occasionner des pertes en vie humaine ou des blessures, des dommages aux biens, des perturbations sociales et économiques ou une dégradation de l'environnement. Picon et Allard l'appréhendent notamment comme la probabilité d'occurrence d'un phénomène, de l'intensité de celui-ci et de sa durée dans l'espace.
Donc, l'aléa est issu de facteurs qui ne peuvent être entièrement maîtrisés par l'homme et il met en avant les vulnérabilités existantes en fait, au sein d'une société affectée. Sur la diapositive qui suit, donc pour la vulnérabilité, on a une définition qui est communément admise et qui décrit la vulnérabilité en tant que propension d'une société donnée à subir des dommages en cas de manifestation d'un phénomène naturel ou anthropique. Donc cette propension est amenée à varier selon le poids de certains facteurs. Le ministère de la Sécurité publique affirme que c'est une condition résultante de facteurs physiques, sociaux, économiques ou environnementaux et qui prédispose les éléments exposés à la manifestation d'un aléa, à subir des préjudices ou des dommages. Donc, la vulnérabilité résulte de la combinaison exposition-sensibilité. L'exposition est liée aux paramètres climatiques, tandis que la sensibilité est plus une composante qui permet de définir le degré d'affectation positive ou négative d'un système selon son exposition au changement climatique. Donc, il existe notamment une sensibilité sociale, mais aussi une sensibilité territoriale. Alors, merci beaucoup pour ces définitions qui mettent la table sur les enjeux quand on va faire des diagnostics de vulnérabilité. Forcément, on va aussi vous parler de résilience, hein. La résilience est un mot qui est beaucoup utilisé et on veut travailler sur des opportunités d'aménagement résilient, mais qu'est-ce que ça veut dire et comment on le fait, le processus? Donc, vous voyez ici, sur le schéma que nous vous présentons, on voit très bien qu'on a les enjeux, le risque, on va définir le risque localement et puis ensuite, on va réfléchir aux options. Est-ce qu'on peut relocaliser? Est-ce qu'on doit s'adapter? Comment est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on peut innover? Et donc, forcément, pour pouvoir répondre à ces questions, il faut avoir nos diagnostics pour s'assurer de mettre en place des mesures d'adaptation qui soient vraiment adaptées aux enjeux locaux. Donc, encore une fois, la notion de résilience et les analyses multicritères que nous sommes en train de mener avec l'équipe, donc là sur des projets plus généraux, en particulier avec le ministère de la Sécurité publique, mais aussi avec le MELCC, vont nous permettre de réduire la vulnérabilité aux impacts des changements climatiques par des mesures d'adaptation capables de reconstituer la résilience locale. Et là, forcément, ça va nous demander des méthodes vraiment robustes. Ce qui est très important, c'est de voir là dans le schéma de mon collègue Antonio D'Acunha que pour atteindre de la durabilité au niveau de nos collectivités, il va falloir en effet passer par la régulation, coordination des politiques publiques qui engendrent non seulement des mesures d'adaptation pour réduire la vulnérabilité et engendrer plus de résilience, aller vers un renforcement de la résilience, mais aussi des mesures d'atténuation qui elles vont plus travailler sur les gaz à effet de serre et la transition énergétique. Donc ici, dans ce projet, on ne va pas parler de ces différentes options, mais c'est clair que dans des aménagements futurs, dans des quartiers pilotes, nous envisageons de faire la combinaison de ces deux processus. Avec l'équipe, nous avons développé 14 critères de la ville résiliente qui ont été cherchés dans la littérature, mais aussi dans nos cas d'études. Et que donc, vous voyez dans ces critères, cette résilience, elle doit être diversifiée, équitable, transparente, robuste, de par nos méthodes, autonome, compatible, éducatif, redondante, par exemple pour les infrastructures essentielles, rigoureuse, intégrée, innovante, inclusive, flexible et réfléchie. Et là, on intègre beaucoup tout ce qui est retour d'expérience. Donc, vous voyez, ces recommandations, elles se font dans un contexte pour ce projet, qui est le contexte de la communauté métropolitaine de Montréal. Et donc, qu'apprendre de ce contexte? Anne-Laure, je te laisse démarrer. Voilà, parce qu'en fait, afin de comprendre les enjeux liés aux inondations d'un territoire, il est important d'en connaître le contexte. Donc, les cartes que l'on présente ici sont des prototypes d'outils nécessaires à la production de diagnostics de risque. Donc, sur la première carte que vous pouvez observer à gauche, on constate l'évolution de l'urbanisation de la CMM et on réalise que dans les années 70, les rives étaient déjà très occupées. Donc, l'étalement urbain a entraîné l'installation de populations à proximité de cours d'eau à risque, mais également une fragmentation administrative qui doit être prise en compte pour une gestion intégrée de l'ensemble du territoire. La deuxième carte est relative aux unités d'évaluation foncière en zone inondable et elle nous montre l'existence d'un nombre important de logements au bord de la rivière des Mille-Îles en zone inondable 0,2 ans et 0,20 ans. Tandis qu'en fait, un nombre conséquent de logements implantés au bord de la rivière des Prairies se situent, eux, en zone donc inondable 0,20 ans et 0,100 ans. Donc en fait, le risque encouru est plus important pour les logements proches de la rivière des Mille-Îles. Sur la diapositive suivante, la carte de gauche expose les logements en zone inondable et leur valeur. Donc, il est crucial de pouvoir développer des infrastructures afin de protéger cet habitat déjà construit et à risque. Donc, il semble également nécessaire d'accompagner les citoyens dans l'adaptation de leur logement. Et la carte de droite présente un exemple d'indice de danger
de l'aléa inondation. Donc cet indice sera modifié lorsque les nouvelles normes du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le MSCC, seront rendues publiques. Donc la carte montre l'importance de la population de plus de 65 ans dans des zones à risque, population qui est évidemment vulnérable et qui doit être préparée au risque. Sur la diapositive suivante, on a une carte qui est un exemple d'incorporation d'éléments de sensibilité sociale et territoriale à l'aléa inondation. Donc, cette carte met notamment en avant le nombre de logements privés par îlot de diffusion en zone inondable et le fait que les bords de rive de 2 montagnes sont protégés par une digue, un barrage, mais aussi divers murs. Donc, il s'agit de tenir compte de l'existence de ces ouvrages en raison du fait qu'ils peuvent accentuer le risque d'inondation. Donc, il nous apparaît également fondamental de les gérer de manière systémique. Alors, on a d'autres types de cartes aussi qui sont importantes pour pouvoir comprendre les enjeux et les dangers. Vous voyez ici l'indice de danger de l'aléa d'inondation et la population totale par îlot de diffusion. Donc, encore une fois, donc ici, on est dans la section sud de 2 montagnes, mais ça nous permet aussi de voir la concentration de populations qui peuvent être à risque. À droite, vous avez l'indice de danger de l'aléa d'inondation et les logements avec le nombre d'étages. Donc ça, c'est très important. Et on pourrait aussi avoir la présence ou non de sous-sol, parce que forcément, ça permet de montrer, de savoir où sont les populations qui vont avoir une zone refuge si un bris de digue devait arriver. Vous voyez aussi ici la bande de protection de 100 mètres, bon, qui est vraiment une bande de protection que nous avons réalisée avec l'équipe, mais qui n'est pas une réelle bande de protection, mais qui montre que quand on est proche d'infrastructures comme des digues, il y a quand même une bande à cartographier, parce que ces zones sont des zones très vulnérables en cas de bris. Et donc, forcément, il faut que le bâti, et il faut aussi que la population sache qu'ils sont à risque et que leur bâti soit adapté. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Autre élément de caractérisation, donc ici, c'est pour autant les secteurs de Pointe-Calumet, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et puis de montagne. On voit ici que bon, les rives ne sont pas bordées par un système d'ouvrages. Hein. On a un ensemble d'ouvrages avec des murs, avec des digues, mais malheureusement, actuellement, on réalise que ce n'est pas un système uniforme. Alors, c'est sûr qu'il y a un risque d'infiltration rapide. Bon, on peut dire que ce risque d'infiltration, les risques d'infiltration sont quand même liés à des événements rares. Cela étant dit, ça pose la question, et puis c'est pour ça aussi que c'est vraiment dans nos efforts de recommandation, de réflexion au système. Rappelez-vous la Nouvelle-Orléans, hein, 2005, ouragan Betsy, et finalement, on n'a pas ici les mêmes enjeux avec les mêmes masses d'eau, mais quand même, quand vous avez des points de faiblesse, c'est sur ces points de faiblesse que les bris vont arriver. C'est arrivé à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Alors, c'est très, très important de renforcer ces infrastructures, de réfléchir aussi à des multi-risques et multi-outils pour s'adapter et s'assurer de la protection des personnes et des biens et de l'aménagement du territoire résilient. Autres éléments que nous pouvons voir, donc vous voyez encore une cartographie plutôt de la sensibilité territoriale, avec des infrastructures importantes comme la maison de retraite, un orphelinat, services médical et de santé, services éducationnels, et puis on se rend compte que certains de ces services sont dans des zones qui pourraient éventuellement être inondées. Donc forcément, c'est embêtant, en particulier ici avec le cas de Pointe-Calumet. Pointe-Calumet, qui est un cas d'autant plus complexe et qui a vraiment besoin d'être géré. Et d'ailleurs, c'est dans le retour d'expérience que j'ai fait à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, puisqu'il n'y a qu'une route qui, en cas d'inondation, reste accessible pour les secours, mais aussi pour évacuer. Donc, vous imaginez, vous avez quand même 7000 résidents, beaucoup d'habitats justement avec sous-sol, pas forcément avec des étages, donc une population vulnérable et un cadre bâti qui doit absolument être petit à petit adapté aux enjeux locaux, et puis aussi tout un système de protection vis-à-vis de ce risque qui doit être actualisé, et puis la communication du risque aussi. Alors, on en arrive avec nos orientations et nos recommandations. Donc, vous allez voir encore une démarche qui se construit chemin faisant au fur et à mesure que nous développons le projet. Tout à fait. Donc, les cartes présentées dans cette partie ont illustré des exemples de prototypes nécessaires dans une approche de gestion par le risque. Et l'analyse, en fait, croisée des documents
et cartographie nous amène à apporter une réflexion en lien avec le tableau de la liste des vulnérabilités que vous voyez ici. Donc, ce dernier est notamment inspiré du référentiel national de vulnérabilité aux inondations français qui a été publié en 2016. Donc, dans ce tableau, les objectifs se déclinent en axes. Donc, par exemple, l'objectif 1 visant à garantir la sécurité des biens et des personnes a été divisé en 2 axes. Le premier concerne l'exposition des populations au risque d'inondation, tandis que le deuxième se penche sur les dangers liés à l'exposition des personnes, mais aussi des bâtiments. Donc, les axes sont eux-mêmes divisés en sources de vulnérabilité et des indicateurs précis ont été élaborés pour chaque source, mais ceux-ci ne seront pas présentés ici. Donc, ces éléments permettent de construire des diagnostics robustes et précis des vulnérabilités sur des territoires spécifiques. Dans la diapositive suivante, donc, après l'élaboration du tableau permettant de mener des analyses de vulnérabilité, des fiches synthèses ont également été réalisées. Donc, en fait, elles présentent des recommandations basées tant sur la littérature, les entretiens effectués, que les cartes réalisées pour comprendre les enjeux du contexte de la CMM ou tout simplement pour donner des exemples. Donc, nous en avons sélectionné quelques-unes. Les fiches sont élaborées en fonction des objectifs du tableau présenté juste avant. Donc, la fiche 2 s'inscrit dans le premier objectif relatif à la sécurité des personnes et des biens. Elle vise à réduire l'exposition des populations au risque d'inondation. Pour cela, la fiche aborde l'importance de l'approfondissement des connaissances en la matière. Par exemple, si les inondations sont la conséquence de multiples phénomènes, elles sont souvent uniquement abordées à travers la catégorie de l'aléa eau libre, tandis qu'elles peuvent également découler d'embâcles ou de refoulement d'égouts. La fiche insiste sur le fait que le diagnostic territorial est nécessaire pour identifier et localiser les personnes les plus vulnérables, les zones sensibles du territoire, mais aussi cibler les enjeux et solutions adaptées à la catégorie d'inondation concernée. Donc, après avoir présenté un exemple de zonage réglementaire extrait d'un document français, des recommandations sont exposées à la fin de la fiche. Elles visent notamment à renforcer la réglementation des zones à risque d'inondation en différenciant l'exposition du cadre bâti selon sa densité, mais elle souligne également l'importance d'adapter les usages en fonction du degré de risque, de déployer des outils cartographiques et de surveillance des risques d'inondation sur les territoires exposés, ou encore d'établir des prescriptions robustes pour assurer une urbanisation résiliente dans les zones constructibles inondables. La fiche 3 s'inscrit elle aussi dans le premier objectif du tableau, visant toujours à garantir la sécurité des personnes et des biens. Donc son but est de présenter des éléments en lien avec la protection des biens et des bâtiments, à travers le renforcement de la connaissance de la vulnérabilité du territoire. Donc, en fait, on peut voir que 2 composantes de la vulnérabilité sont essentielles, déjà abordées donc précédemment, à savoir la vulnérabilité territoriale et la vulnérabilité sociale, auxquelles s'ajoute la capacité d'adaptation de la population. Donc, il nous est apparu également nécessaire de connaître les enjeux concernant l'accessibilité. La fiche insiste également sur le fait que les diagnostics permettent de localiser et d'évaluer la configuration des infrastructures existantes, que l'acquisition de données relatives aux usages du bâti, à la superficie occupée ou à la densité des infrastructures fait partie intégrante en fait, de l'étude de vulnérabilité. Donc, elle nous permet aussi d'insister sur le fait qu'en identifiant quelles sont les infrastructures critiques directement exposées et qui constituent donc une source de vulnérabilité, les diagnostics individuels de vulnérabilité des bâtiments vont en fait permettre de cibler les travaux qui seront nécessaires pour assurer la sécurité de ceux-ci. Donc, grâce à ces diagnostics, les habitants, les propriétaires d'infrastructures essentielles qui sont exposés peuvent adopter des mesures de prévention, mais aussi d'adaptation. Des recommandations quant à l'adoption de règlements municipaux, de normes d'immunisation ou encore de protection des biens patrimoniaux paysagers sont émises à la fin de cette fiche. Donc, il s'agit notamment de rendre les mesures nécessaires pour protéger les infrastructures existantes, notamment donc, à travers la révision des normes de construction, à travers des travaux de réfection des infrastructures, ou encore grâce à un processus de relocalisation de certaines habitations, ou l'aménagement de pièces refuges pour la mise en sécurité des biens. Très bien, et comme vous pouvez le voir aussi, là nous avons interrogé Marielle Chesneau, Marielle Chesneau qui travaille dans la ville d'Orléans, qui justement a mis en place ce type de programme. Donc, c'est tout à fait faisable au niveau d'une municipalité de pouvoir mettre en place un programme qui va permettre à ses citoyens de s'adapter. Alors, la fiche suivante, fiche 5, dans l'objectif 2, favoriser la réduction des dommages.
Donc, comme recommandation, connaître, gérer, entretenir les ouvrages de protection de matière systémique. Je pense que je vous l'ai déjà présenté avant, puisque c'est un enjeu pour la communauté métropolitaine de Montréal, enfin plusieurs territoires. C'est un enjeu, mais ils sont quand même en train de le cartographier et puis d'y travailler. Donc, ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental et important. Et vous voyez aussi sur notre petite icône, on voit très bien que dans les mesures, on a aussi la mesure au niveau du bâtiment, c'est-à-dire ne pas avoir de sous-sol aménagé et puis plutôt avoir un étage avec un refuge, comme le disait tout à l'heure Anne-Laure. Et puis ensuite, forcément, pour les ouvrages, vous voyez, hein, autant Marie-Gaëlle Chénessault que Arnaud Clément nous parlent encore de système et puis aussi de s'assurer d'avoir des zones de dissipation d'énergie à l'arrière des digues, à l'arrière des levées. Ici, c'est l'agglomération d'Orléans qui est complètement endiguée et on voit très bien que le territoire, s'aménage, qu'on a des mesures qui sont là pour assurer la protection des personnes et des biens et que la communication, entre autres, est aussi un élément fondamental. Alors, troisième élément, enfin troisième objectif plutôt avec la fiche 6 qui va être de développer la résilience de l'aménagement du territoire dans la gestion du risque d'inondation et de promouvoir l'adoption de pratiques et aménagements résilients. Et ici, nous revenons avec un de nos exemples que nous aimons beaucoup, développé par mon collègue Éric Daniel Lacombe avec le quartier de Matra à Romorantin sur une ancienne friche industrielle. Donc, c'est vraiment refaire la ville sur elle-même avec un choix qui a été de ne pas mettre de nouvelles digues, de ne pas construire de nouvelles digues, mais plutôt de réfléchir en termes de transparence hydraulique. Donc, on est vraiment dans ce changement de paradigme, espace de liberté, transparence hydraulique, laisser la place à l'eau et avoir quand même des aménagements équitables avec des maisons de retraite, avec des logements sociaux et avec un aménagement paysager très beau, un bassin de rétention qui a toute une végétation qui améliore aussi le cadre de vie. Donc, vraiment, aujourd'hui, on est dans cette optique de réfléchir à un réaménagement du cadre bâti, mais qui permettent aussi aux fonciers de gagner de la valeur. Mais forcément, il faut aussi mettre des mécanismes pour éviter l'éco-gentrification. Alors, on en arrive à la conclusion. Et alors, je vais te laisser débuter. Tout à fait. Donc, en fait, cette recherche nous a permis à la fois d'identifier les différents enjeux auxquels la CMM est confrontée en termes de risques d'inondation, mais elle nous a également permis de réaliser un modèle préliminaire d'encadrement des analyses de risques et de vulnérabilité. Donc, nous avons ainsi pu élaborer une liste préliminaire des vulnérabilités qui pourra être appliquée selon les réalités territoriales. Donc, cette recherche nous a aussi permis d'identifier des enjeux et les diagnostics des territoires qui permettront en fait de réduire la vulnérabilité, mais surtout de renforcer la résilience des collectivités à risque d'inondation. Alors, vous l'avez compris, la connaissance du territoire, la réalisation de diagnostics, de vulnérabilité, d'aléas adaptés aux enjeux locaux, la concertation, la communication sont des éléments fondamentaux de l'élaboration d'un cadre réglementaire adapté aux spécificités locales et puis justement pour améliorer le cadre bâti. On sait, on en fait partie, on a un chantier majeur qui est en cours au Québec pour favoriser l'aménagement et le réaménagement résilient du cadre bâti en zone inondable, tout en assurant la sécurité des citoyens, un chantier qui nécessite des études approfondies ainsi qu'un processus co-constructif. Alors, on remercie encore une fois l'Observatoire Ivanhoe Cambridge et la communauté métropolitaine de Montréal de nous avoir permis de faire ces analyses, cette étude qui nous fait vraiment avancer dans nos réflexions que nous continuons dans le cadre de ce chantier majeur. Alors, merci. Merci à Isabelle et Anne-Laure. Donc, on pourrait passer à la période de questions, commentaires. Donc, je vous écoute. Déjà, on a une première question qui vient du chat de Martin Gagnon. Bonjour et merci pour cette présentation. Bon, je dois poser ma question par écrit. Donc, je vais la lire. Est-ce qu'un risque anthropique peut résider dans la possibilité que la construction d'une nouvelle digue dans une municipalité puisse accroître le risque d'inondation dans une autre municipalité? Le cas échéant, comment un tel risque devrait être géré par la CMM, en fait? Oui, c'est sûr que c'est un enjeu majeur. On travaille, enfin,
c'est pas moi, là, on a des géo-hydromorphologues, des hydrauliciens qui travaillent sur ces points, et c'est évident que, et c'est là qu'on réfléchit en termes de solidarité amont-aval. C'est très important de ne pas créer des infrastructures qui vont engendrer des risques, que ce soit pour une municipalité à l'aval ou pour que ce soit une municipalité ou des citoyens qui soient plus retirés plus loin de la rive, parce qu'en fait, l'eau va arriver et revenir par les aqueducs. Parfois, les inondations, elles viennent de l'arrière, finalement. Donc, c'est pour ça que ce ne sont absolument pas des mesures magiques. On se rend compte qu'au niveau de la communauté métropolitaine de Montréal, oui, il y a des endroits où il faut renforcer les digues. On le voit très bien à Pointe-Calumet parce qu'elles étaient existantes et puis on a quand même une urbanisation majeure. Mais il faut absolument aussi réfléchir à d'autres outils. Et c'est vraiment ce qui se fait, d'autres outils à différentes échelles, tout en effet en regardant ces effets dominos qui, quand il y a des ruptures, peuvent être catastrophiques. Je sais que j'ai beaucoup insisté dans la présentation sur le mot système. Je pense que la clé, c'est vraiment le système de digue. Actuellement, il y a une cartographie qui est en train de se faire de ces aménagements, mais il faut vraiment aussi avoir une cartographie des points de faiblesse pour pouvoir adapter le territoire et surtout ne pas créer de nouveaux points de faiblesse. Anne-Laure, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Je pense que tu as tout dit, Isabelle, c'est parfait. Donc, est-ce qu'on aurait une autre question ou un autre commentaire à faire? Bonjour, Bonjour. je suis Jean-Dorine Bertrand-Plante, je suis de la Ville de Montréal au service de la gestion de la planification immobilière. On doit préparer, monter les indices de vulnérabilité pour notre parc immobilier sur l'île, pour une grande partie, pour le parc immobilier du SGPI. Je voyais que peut-être, je pose la question, soyez à l'aise, mais la vulnérabilité territoriale, est-ce qu'elle a été établie aussi pour l'île de Montréal? Oui, tout à fait. Il y a déjà une cartographie qui a été faite, surtout pour le plan d'adaptation au changement climatique, donc qui a été faite en collaboration avec Ouranos. Et puis, ils ont justement utilisé une méthode qu'on a développée avec Nathalie Blot. Donc, il y a un certain nombre de cartes qui ont été faites. C'est clair que ces cartes doivent être actualisées et puis qu'il faudrait aussi qu'il y ait un travail au niveau des bâtiments, parce que c'est sûr que la vulnérabilité au niveau des bâtiments est importante et par secteur, en fait, parce que par secteur, on va pouvoir voir quel type d'enjeu il va y avoir et puis finalement quel type de mesures peuvent être mises en place. Ce que j'aime beaucoup avec l'exemple de la ville d'Orléans, du point de vue du bâti, c'est qu'ils ont développé un programme qui a permis justement d'établir la vulnérabilité au niveau de chaque bâtiment et puis ensuite de mettre en place des mesures pour s'adapter. Et d'ailleurs, on a un projet avec le ministère de la Sécurité publique actuellement, ça s'appelle le projet Capri, pour créer des diagnostics de vulnérabilité au niveau du bâtiment et arriver avec des solutions. Donc, on travaille aussi avec Architecture sans frontières pour arriver avec des solutions, mais quand même en pensant pas seulement au bâtiment, mais au secteur. Parce qu'on peut avoir un bâtiment très résilient et qui soit pas accessible, qui soit dans un secteur à risque, etc. Donc, il faut vraiment travailler multi-échelle. Et puis là, je sais que Daniel, avec son équipe, va en parler après, mais aussi vraiment d'intégrer des infrastructures vertes et bleues, d'intégrer une résilience écosystémique, écologique, pour que on ait tout un ensemble, en fait, qui permette d'avoir des collectivités qui soient résilientes. Merci. Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? OK, là je vois le temps qui passe. On pourrait enchaîner justement avec l'autre présentation.